Donc consacré à la métalangue pour enseigner le tahitien et le comparer au français, étude diachronique de la terminologie grammaticale en usage à l'école polynésienne. Alors, cette communication vise à effectivement explorer le vocabulaire technique utilisé pour décrire le tahitien. D'abord un mot sur ce qu'on appelle la métalangue. La métalangue est le produit d'une activité qu'on appelle l'activité métalinguistique. Et je vais définir ce terme en m'appuyant sur les travaux de Gombert et Collet. Donc, on appelle l'activité métalinguistique la capacité du locuteur à se distancier de l'usage habituellement communicatif du langage pour focaliser son attention sur les propriétés du signifiant. Une autre définition proposée par Bess et Ali prolonge cette définition. Les compétences métalinguistiques renvoient à des connaissances explicites relevant d'une activité contrôlée consciemment par le système cognitif, ces connaissances pouvant porter sur différents niveaux du système linguistique, phonologique, syntaxique, morphologique. Cette activité métalinguistique peut donc et produit généralement ce qu'on appelle de la métalangue, c'est-à-dire un attirail terminologique qui permet de décrire la langue. Donc métalangue du grec méta, qui veut dire qui accompagne et qui dépasse la langue. Alors ce sera par exemple en français des mots comme phrase, mot, verbe, sujet, etc. Alors je m'appuie pour cette réflexion sur les travaux sur la question de la transposition didactique de Chevalard, mais prolongée dans le cadre de la grammaire par les réflexions de Michel Develay et par Claude Vargas. Je cite une citation, je cite Vargas qui dit « La métalangue en circulation, enfin en l'occurrence là c'est moi qui parle, la métalangue en circulation dans l'espace scolaire n'est pas obtenue, je cite, par transposition didactique des savoirs savants, mais par recomposition de savoirs hétérogènes, certains obtenus à partir de la linguistique par emprunt-modification, d'autres conservés de la grammaire scolaire déjà là. » Et donc c'est à ce parcours que je vous invite à présent, c'est-à-dire regarder comment c'est bricolé, j'emploie le terme bricolé à dessein, un peu comme le fait Lévi-Strauss en anthropologie, comment c'est bricolé la métalangue aujourd'hui employée pour le tahitien. J'utiliserai exactement le même mot pour les termes métalinguistiques utilisés pour la grammaire du français. On pourrait parler aussi d'un bricolage. D'abord, les premières descriptions métalinguistiques dont nous disposons sur le tahitien sont le fait de missionnaires. Alors, y a-t-il eu une activité métalinguistique avant le contact occidental? Très probablement, simplement nous n'en avons pas la trace. Il existe des travaux, par exemple, de David Meyer sur la métrique des textes de tradition orale polynésiens, tahitiens en particulier, qui révèlent que les textes de poésie en particulier, n'étaient pas conçus de manière aléatoire. Il y avait bien donc une métrique. Et donc, qui dit métrique dit réflexion sur les signifiants, et donc dit quelque chose qui s'approche de la réflexion métalinguistique. Simplement, nous n'avons pas de traces écrites ou de traces ou de témoignages anciens de cette activité métalinguistique. Donc les premiers documents écrits dont nous disposons qui reflètent une activité métalinguistique sur le tahitien sont le fait non pas de locuteurs natifs du tahitien, mais des missionnaires en général, et en particulier ici du missionnaire John Davis. Alors John Davis est un missionnaire donc d'origine galloise qui est né dans le Montgomeryshire en 1772 et arrivé à Tahiti en 1801. Donc il est sélectionné par la London Missionary Society pour... vous voulez vous asseoir quelque part par là ou... Hop, pardon, je vais mettre ça là plutôt. Il est donc sélectionné par la London Missionary Society et lorsqu'il arrive ici en Polynésie, il va être initié par Henry Nott, que vous connaissez sans doute, un des grands artisans de la traduction de la Bible en tahitien. Alors pourquoi Davis s'engage-t-il dans la rédaction d'une grammaire? Eh bien d'abord parce que lui-même est un acteur de la traduction de la Bible en tahitien et il veut concevoir un outil utile à ses successeurs missionnaires pour les former. Donc la grammaire qu'écrit Davis, il ne l'écrit pas pour les locuteurs du tahitien, mais bien pour les locuteurs anglophones qui vont s'initier au tahitien. On a, grâce aux travaux
de Jacques Nicole, hein, dans un ouvrage que je vous recommande vivement qui s'intitule « Au pied de l'écriture », nous disposons d'informations sur cette première étape de la mission de la LMS au début du XIXe siècle et sur la question précise de la grammaire et des influences, disons, des missionnaires. Nicole nous dit la chose suivante. Samuel Johnson jouissait d'une faveur immense auprès des évangélistes, de même qu'un autre grammairien, Dinley Murray, dont l'English Grammar venait d'être publié en 1795. Donc c'est probablement cet outil dont disposait Davis lorsqu'il se lance dans la description du tahitien. Davis n'était pas linguiste, il n'était pas grammairien, la linguistique n'existait pas comme discipline à cette époque, et lui-même était, à ses origines, que je retrouve mes notes, il était de formation épicier. Vous voyez, donc ce n'était pas son cœur de métier, la linguistique et l'étude des langues. Donc forcément, pour décrire le tahitien, il s'est appuyé sur d'autres travaux. Donc, alors je fais tout de suite un saut sur la grammaire de Murray. Voilà la fameuse grammaire de Murray. Et vous voyez, ce qui est intéressant dans cette grammaire, c'est que pour décrire l'anglais, Murray continue à utiliser les outils grammaticaux, la métalangue, en usage pour décrire le grec et le latin. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de la description des langues, mais l'anglais n'est absolument pas une langue qui est très peu flexionnelle, et pourtant, hein, c'est-à-dire que les mots changent assez peu de forme, et pourtant, pour décrire cette langue anglaise, à l'époque encore, on utilisait des tableaux de déclinaison, d'accord, que Marie connaît bien, et donc avec des cas, vous voyez, nominatifs, génitifs, etc. Et Davis a ça entre les mains, sans doute, et quand il se lance dans la description du tahitien, eh bien, ça donne ça. Voilà, hein, voilà un élément de la description de Davis sur, par exemple, la déclinaison du nom tahitien Tehava. Il est évident que le nom tahitien ne se décline pas, le concept de déclinaison n'est pas efficace pour décrire le tahitien. Or, cet exemple révèle une chose, c'est que Einstein dit seule la théorie décide de ce qui est observable. Et vous voyez que la théorie qui sert de filtre à Davis, c'est la grammaire gréco-latine. C'est aussi cette grammaire gréco-latine qui, à l'époque, était en usage pour décrire l'anglais, mais aussi le français. Et ce filtre conduit Davis à ne pas voir finalement comment s'organise véritablement le nom en tahitien. Ou du moins, il le voit, parce que si on lit attentivement sa grammaire, il reconnaît lui-même que ça ne marche pas bien, mais il fait avec ce qu'il peut. Et en particulier, alors ce que je veux vous montrer également, c'est que un peu plus tard, le missionnaire catholique Jossen produit également une description grammaticale, et lui aussi reprend complètement le principe de la déclinaison du nom, hein, comme s'il avait affaire à une langue flexionnelle. Alors, que décrivent-ils à ce moment-là? En fait, ils décrivent des fonctions grammaticales. Hein, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas grammairiens ou linguistes, ça peut paraître un peu compliqué, mais les cas du latin ou du grec ici sont utilisés non pas pour décrire des cas, en fait. C'est un artifice pour eux pour décrire des fonctions grammaticales. D'ailleurs, on a ces deux extraits qui le révèlent. Hein, de Davis, par exemple, il dit hein, le cas nominatif suit généralement le verbe. Aujourd'hui, on dirait le sujet est placé après le verbe en tahitien. D'accord? Ou bien ici, les verbes actifs gouvernent hein, des mots qui sont au datif ou à l'accusatif. Donc aujourd'hui, on dirait le verbe est suivi d'un complément d'objet introduit par i, etc. Vous voyez bon. Donc, ils font avec les outils de l'époque. J'ajoute que personne n'est dupe. Ça fait longtemps en Europe que l'on sait que la déclinaison, ça ne marche pas bien. La preuve, c'est qu'on a par exemple ce texte de Girard, hein, dans sa grammaire, dans ses vrais principes de la langue française, publié en 1742. Alors, ce n'est pas l'anglais, c'est le français, mais voilà ce que disait Girard. Commençons donc dès à présent à purger la méthode française de tout ce fatras de cas, comme de superfluités étrangères plus propres à nuire qu'à servir à l'intelligence de notre langue, etc., etc. Donc, les descripteurs de l'époque savent que ça ne marche pas bien, mais ils n'ont rien d'autre, et ils continuent à faire avec. Et ils vont le faire relativement tard, puisque regardez, alors ce n'est pas sur le tahitien, mais là on a l'exemple d'une grammaire du mangarévien, publiée en 1908, hein, donc au début du XXe siècle, et on continue à décrire une langue polynésienne, très proche du tahitien, avec un système de déclinaison. Alors même que le mangarévien, autant que le tahitien, n'est absolument pas une langue flexionnelle, mais une langue
une langue plutôt isolante. Alors, autre coup d'œil sur le verbe. Eh bien, c'est pareil, de la même façon que l'on décline le nom, eh bien, on va conjuguer le verbe, et vous avez donc dans ces descriptions de très beaux tableaux de conjugaison du verbe. Je rappelle que la notion de conjugaison, elle s'applique à des langues flexionnelles, pour lesquelles vous avez un mot qui comporte un radical et une terminaison qui va changer. D'accord ? Donc, à toute force, on essaie de faire rentrer les langues locales, les langues polynésiennes, ici, dans le modèle, disons, gréco-latin. Alors, pourquoi ? D'abord parce qu'il n'y a pas d'autres modèles à disposition, mais peut-être aussi parce que c'est une manière de leur donner de la valeur. Je me permets, en disant, pour appuyer mon propos, de citer Laumon, qui dit la chose suivante. Alors Laumon, c'est l'auteur d'une grammaire, élément de la grammaire française publiée en 1780. Donc ça ne concerne pas le tahitien, ça concerne le français. Mais voilà ce qu'il dit à l'époque. C'est par la langue maternelle, donc comprenez, quand Laumon écrit, il parle du français. C'est par la langue maternelle que doivent commencer les études. Les enfants comprennent plus aisément les principes de la grammaire quand ils les voient appliqués à une langue qu'ils entendent déjà, donc ici le français, et cette connaissance leur sert comme d'introduction aux langues anciennes qu'on veut leur enseigner. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le système idéologique de l'époque, finalement, les langues vulgaires, que ce soit le français, le tahitien ou l'anglais, etc., sont des langues qui servent de tremplin, ou du moins quand on fait de la grammaire de ces langues, c'est une sorte de tremplin pour aller vers des langues plus nobles que sont le grec ou le latin. Et donc, finalement, faire rentrer les langues polynésiennes dans le moule descriptif des langues gréco-latines, à l'époque, c'était une manière de leur donner de la valeur sans doute aussi. Alors, vous allez me dire, mais quelle incidence sur l'enseignement ? Eh bien, on a la chance d'avoir, je vais un peu plus vite, sinon je n'aurai pas le temps de tout traiter, on a la chance d'avoir quelques documents pédagogiques de l'époque. Alors d'abord, ici vous avez un ouvrage qui servait de manuel d'alphabétisation dans les écoles missionnaires protestantes, donc publié en 1879. Donc, un ouvrage, un livre illustré pour aider les enfants à apprendre à lire et à écrire, ou à lire plutôt, donc vous avez des récits, vous voyez, un système syllabique, et puis, à ce moment-là, un petit peu de métalangue qui commence à surgir, mais très embryonnaire. Les seuls éléments métalinguistiques que j'ai trouvés, ce sont ceux-là, donc reta, pour lettre, reta maru, lettre douce, comprenez voyelle, et reta, eta, lettre dure, consonne. Sinon, tout est écrit en tahitien, puis c'est du texte, si vous voulez. Donc, il n'y a pas d'explication grammaticale. À cette époque-là, les missionnaires qui enseignent en tahitien s'adressent à des enfants dont le tahitien est la langue maternelle. Ils n'ont pas besoin de leur expliquer la grammaire du fonctionnement de la langue, puisque, de toute façon, ils la parlent, et donc, ce n'est pas nécessaire. Un peu plus tard, regardez, c'est intéressant, vous avez un document, cette fois, qui est publié par les imprimeries des écoles françaises indigènes. Donc, cette fois, c'est sous l'autorité directe de l'autorité coloniale. En 1882, 2 ans après l'annexion de la Polynésie. Et là, ce document est doublement intéressant. D'abord parce qu'il révèle que le français est rentré dans les supports d'enseignement. Alors, il est rentré pourquoi ? Parce que la loi l'y oblige. À cette époque-là, vous avez donc, je n'ai pas numéroté mes pages, qui n'est pas du tout malin, parce que du coup, je ne sais plus où j'en suis. Alors, on va prendre le temps de trouver ça. Le 30 octobre 1862, une ordonnance, donc c'est avant, hein, une ordonnance signée par la reine des îles de la Société et Dépendance, la reine Pomaré, et le commandant impérial rend, je cite, obligatoire l'enseignement de la langue française dans les écoles de district des États du protectorat au même titre que celui de la langue tahitienne. Donc il y a une injonction de l'administration coloniale de faire rentrer le français, si vous voulez, à l'école. Alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la doxa, il ne s'agissait pas de mettre le tahitien dehors, il s'agissait de faire rentrer le français. D'accord ? Le tahitien est resté à l'école assez longtemps. Alors regardez, c'est très intéressant dans ce document qui est destiné aux élèves, hein, l'écolier tahitien français, très bien. Regardez ici, qu'est-ce qu'on trouve ? Un tableau de, il me reste 5 minutes, un tableau de déclinaison. Donc voilà, comme quoi, hein, les choses qui sont élaborées, les savoirs savants, sont effectivement aspirés ensuite par l'école et produisent ces formes que vous voyez.
Alors, puisqu'il ne me reste plus que 5 minutes, je vais vraiment aller très très vite. Alors, tout de suite, je bondis au XXe siècle. Et d'abord, je vous montre rapidement combien la langue tahitienne a donné lieu à de très nombreuses descriptions grammaticales. Donc, pas moins de 9 grammaires publiées depuis 1933. Une activité abondante et évidemment irriguée par les théories de la linguistique structuraliste, mais aussi par le comparatisme avec les autres langues polynésiennes. Et vous avez évidemment la déclinaison, la conjugaison, tout ça disparaît des descriptions grammaticales. Hein, les langues polynésiennes sont reconnues comme langues isolantes. Par contre, vous avez des choses qui sont parfaitement décrites. Par exemple, les créneaux verbaux, je vais vite, hein, les créneaux verbaux, l'identification de l'aspect comme catégorie pour décrire le verbe. Et puis, vous voyez, l'apparition de catégories grammaticales qui étaient totalement absentes des descriptions antérieures. Les descriptions antérieures nous disaient, en gros, il y a 9 parties du discours, les mêmes qu'on trouve en français. Eh bien, les descriptions contemporaines, évidemment, sont beaucoup plus fines et font apparaître des choses qui paraissent un peu exotiques aux descripteurs du français. Hein, patientif, prédicateur, directionnel, etc. Voilà d'autres termes grammaticaux. Alors, comment ces termes sont-ils importés par l'école? Eh bien, ils sont, je vais vite, hein, vous avez ici les programmes de 2012, tout de suite, et vous voyez que ces notions nouvelles générées par l'analyse linguistique rentrent parfaitement dans les programmes. Vous voyez ici particules aspectuelles, directionnelles, hein, les éléments que vous avez vus tout à l'heure. Donc, l'école absorbe, elle absorbe ce vocabulaire. Néanmoins, elle l'absorbe en direction des enseignants, vis-à-vis des élèves, et c'est heureux, on ne les assomme pas totalement avec cette terminologie, et vous avez des formulations, donc là je m'appuie par exemple sur le manuel de Reo Tahiti Piha Hitu, qui est très, très bien fait, et dans lequel vous trouvez par exemple ici cette consigne, hein, évoquer, décrire une action au moment où elle se passe avec Teinei ou Tera. Et donc ici vous avez la notion d'aspect en fait. Hein. Vous êtes donc typiquement dans ce qu'on appelle la grammaire inductive implicite, c'est-à-dire on manipule et puis on fait comprendre un certain nombre de règles aux élèves sans utiliser de métalangue. Alors j'avais prévu de parler un petit peu de métalangue en langue pour vous montrer combien le tableau est riche et passionnant. Métalangue en langue, pourquoi? D'abord parce que c'est un acte d'émancipation pour les linguistes polynésiens. Donc je pense en particulier à Louis Pelzer, à Turo Rapoto ou encore aux académiciens. Turo Rapoto dit par exemple, hein, donc il faut que le tahitien soit utilisé pour se décrire lui-même et qu'on ne soit pas en permanence obligé de passer par le français pour le décrire. D'accord? Et donc si on continue la citation, hein, il parle vraiment c'est un acte d'émancipation intellectuelle à ses yeux. Bon. Alors, ce vocabulaire métalinguistique, il existe désormais grâce aux travaux justement de Pelzer, de Rapoto ou de l'Académie. Ici, vous avez un tableau de correspondance entre le français et le tahitien. Vous voyez que pour des termes très techniques, il existe aujourd'hui une métalangue en tahitien. Cette métalangue n'est pas toujours parfaitement stabilisée. Donc là, si je prends par exemple le mot pour la phrase, vous voyez, l'Académie tahitienne utilise le terme preota, alors que Pelzer va utiliser irava. Mais ça, c'est normal. Hein, toute métalangue, disons, prend un certain temps avant de se stabiliser. Ce que je voulais vous montrer, c'est simplement que cette métalangue, elle rentre de fait. Cette métalangue en langue, elle rentre dans les consignes scolaires. Par exemple, ici, vous avez des extraits des différents fascicules publiés pour l'enseignement du tahitien. J'ai mis en orange, vous voyez, les mots qui apparaissent. Alors, des mots assez communs, comme irava, qui veut dire phrase, ou ta'o pour le mot, mais par exemple ici, hopeat ta'o, qui veut dire suffixe, ou ici, ta'o oui, mot interrogatif. D'accord? Donc, ça, voilà. Dernière idée, s'il me reste 1 minute, voilà. Une métalangue pour comparer. Alors, oui, donc un enjeu majeur aujourd'hui pour vous, enseignants, hein, c'est la question de la comparaison des langues. Les programmes vous y encouragent. Or, les étiquettes métalinguistiques correspondent à des définitions qui ne sont pas les mêmes selon les langues. Et donc, cette comparaison, en fait, ne va pas de soi. C'est ce que je vais vous montrer en 30 secondes. En français, quand on parle de verbe, si on prend la définition du verbe en français, la définition universitaire contemporaine, qu'est-ce que c'est qu'un verbe? D'abord, c'est une classe qu'on peut identifier hors contexte. Si je vous dis mangera, vous savez que c'est un verbe, alors même qu'il n'est pas plongé dans une phrase, d'accord? Cette reconnaissance, elle se fonde en particulier sur la morphologie, puisque le verbe est un mot fléchi avec un radical et une terminaison qui va pouvoir varier. Et souvent, on associe étroitement le verbe, la catégorie du verbe, à la fonction du prédicat. Et donc, que vous le vouliez ou non, vous avez cette conception du verbe qui est plus ou moins formalisée dans votre cerveau. Quand on parle du tahitien, j'ai presque fini, je prends 30 secondes encore. Oui, je sais.
Donc, pour le tahitien, d'abord, on ne peut pas identifier un verbe hors contexte. Si je prends le mot hoe, je ne peux pas savoir si hoe c'est un verbe ou un nom a priori. Il faut le voir plonger dans un environnement pour pouvoir décider si c'est un nom ou un verbe. Parce qu'il n'y a pas, comme ce sont des mots invariables, il n'y a pas de critères morphologiques qui permettent de faire ce choix. D'autre part, contrairement au français, la fonction prédicative n'est absolument pas une fonction réservée ou associée de manière privilégiée au verbe. Vous avez tout un tas de prédicats qui ne sont absolument pas des verbes. Donc voilà, on pourrait continuer comme ça assez longuement la description des divergences entre ce que c'est qu'un verbe et un verbe en tahitien et un verbe en français. Pour illustrer cette divergence, quelques exemples. Donc ici, vous avez chanterion avec cette flexion. Et puis ici, des exemples en tahitien, vous voyez. Tout ça, ce sont des verbes là. Wa fenua, aerat fenua, oui. Bon, sauf que c'est le même mot, regardez, qui est ici employé comme verbe, mais ici comme nom. Vous voyez. Bon, très bien. Donc, et pourtant, on compare. Or, les linguistes, les grammaires universitaires nous disent attention, quand on définit une catégorie grammaticale, aujourd'hui, surtout, ne vous appuyez pas sur le sens. Appuyez-vous sur la morphologie, sur les critères combinatoires, etc. Très bien. Et ça marche bien quand je suis en français, et ça peut marcher bien quand je suis en tahitien. Mais comment je fais quand je compare ? Puisque si je pars sur des critères purement formels, ces critères ne fonctionnent que dans chacune des langues. Donc si j'ai défini un verbe comme quelque chose qui se fléchit, alors comment je vais le comparer au tahitien? Ou si je dis que le verbe, en partant du tahitien, c'est un mot qui est accompagné par une particule aspectuelle. Mais alors comment je vais faire pour comparer avec le français? Vous comprenez? Donc la seule solution, et la solution, c'est la linguistique typologique qui nous la donne, puisque c'est ce que pratiquent les typologues, on est obligé de repartir sur des catégories définies sur des critères sémantiques. Et du coup, on se retrouve, et ça sera la conclusion, une ouverture sur la complexité des questions qu'il faut régler, en fait, pour ce champ-là. En fait, quand on manipule ces deux langues et quand on commence à les comparer, en fait, on travaille sur 3 concepts du verbe différents. Alors, vous n'en avez pas forcément conscience, mais ça, c'est la réalité technique de la comparaison. Et donc, il est bon d'en parler et de conscientiser cette réalité-là. Voilà, bon, j'aurais encore plein de choses à dire, mais c'est fini. Ouais.